Bonjour tout le monde, c'est Jamil. Alors bienvenue à ce troisième épisode de Au jour le jour. Je vous rappelle que c'est fait sans prétention, ça, ces petites vidéos-là, c'est juste une envie de partager, une envie peut-être d'inciter les gens à faire d'eux-mêmes, à chercher une certaine autonomie alimentaire. Et c'est peut-être par là que passe une partie de la solution, en tous les cas, pour réussir à cleaner un petit peu cette planète. Et puis, il faut se rappeler que 54% du gaspillage alimentaire, ça c'est selon le rapport du réseau des banques alimentaires du Québec en 2018-2019, ça n'a sûrement pas changé encore, mais selon ce rapport-là, qui faisait état de 54% de pertes au Canada de toute la production au Canada. Et c'est pas, il faut pas s'auto-flageller là-dessus. C'est pas dans les ménages qu'il y a le maximum de pertes, c'est dans la chaîne au complet. Là. On parle du champ à nos assiettes. Et souvent, la perte la plus importante, elle se passe avant. Si vous saviez ce que les centres d'achat, comment on appelle ça, les centres d'achat, les marchés, les supermarchés jettent à toutes les semaines, c'est énorme. Ce qui reste dans le champ parce que le légume n'a pas la bonne forme, c'est énorme aussi. Alors donc, on vous fait sans prétention des petites vidéos comme ça pour vous sensibiliser à ça et puis espérer que ça puisse vous inciter à produire une partie de votre alimentation. Je pense que c'est important de produire une partie de son alimentation pour voir l'effort qui est mis dans l'effort que ça prend pour faire pousser quelque chose et donc comprendre, en particulier, moi dans mon cas, c'est surtout la viande. J'ai commencé à faire ma propre volaille et je vous assure que depuis que je fais ma volaille, que je la regarde grandir, que je l'amène à l'abattoir, que je la mange, ben je gaspille plus du tout de viande. On voit, on a vraiment pleine conscience du sacrifice d'une vie qu'on fait à ce moment-là. Ça, c'est pour la viande, pour le carnivore que je suis, qui mange de moins en moins de viande. Et puis pour les légumes, c'est à peu près la même chose. On se rend compte que finalement, un légume, qu'il ait une belle forme ou pas une belle forme, en autant qu'il soit vraiment nutritif, c'est tout ce qui compte à quelque part. Et on revient on sort un petit peu du cinéma et de tout ça. Bref, bienvenue à ce troisième épisode de Au jour le jour. On est au début mars. Hein, j'ai commencé en mars 2020, c'est-à-dire au tout début de la pandémie, à mettre mes mains dans la terre et à penser au projet de devenir autosuffisant au niveau alimentaire. Donc j'ai commencé à développer ça, j'ai commencé à regarder des tonnes de vidéos sur la permaculture et de voir comment pouvoir faire devenir autosuffisant au niveau alimentaire. Donc de mars, et on va ouvrir en mai, hein, on ouvre en mai. Donc au jour le jour devrait ouvrir au chemin en mai. Ouvrir au chemin, c'est-à-dire que le kiosque au chemin pour vendre des surplus devrait ouvrir en mai. Le 19 mai, si tout va bien. Et donc j'aurais presque fait un tour du chapeau. Un tour du chapeau, dans le jargon des affaires, un tour du chapeau, c'est quand on a vécu toutes les étapes d'une année. Donc normalement, on a vécu toutes les saisons, on a vécu à peu près tout ce qui pourrait arriver à ce moment-là. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas répéter deux fois la même erreur, autant que possible. Mais de toutes les façons, quoi qu'il arrive, cette année 2021, ça va être le loto potager. On ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver. Il y a toutes sortes de petites surprises, des bonnes comme des mauvaises, qui vont se produire. La permaculture, c'est une philosophie. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, il y a autant de définitions de la permaculture qu'il y a de permaculture, mais en gros, c'est prendre soin de soi, son entourage, sa famille, prendre soin du sol qui nous nourrit, redistribuer équitablement les surplus. Voilà, c'est ce qu'on espère pouvoir faire ici. Je pense que vivre de la permaculture, c'est peut-être exagéré comme objectif, mais on peut probablement en faire un revenu complémentaire à d'autres choses. C'est ce qu'on va essayer de faire ici au jour le jour. Dans la permaculture, moi, ce qui m'apparaît essentiel, et pour beaucoup, c'est l'observation d'abord et avant tout. Observer le lieu où on est, observer le jardin, la terre dont on dispose, parce qu'il n'y a pas une terre pareille, pas une région pareille, pas un climat pareil, et essayer d'y faire pousser
et faire des essais-erreurs de toutes sortes de légumes, fruits qu'on peut y faire pousser, puis gérer tout ce qui est prédation, prévenir prédation. Quand on parle de prédateurs, c'est des termes un peu durs, un peu comme les mauvaises herbes. En fait, quand on sait que 80% des mauvaises herbes sont comestibles, est-ce qu'on peut appeler ça des mauvaises herbes? Et il faut se méfier de ce genre de vocabulaire très utilisé par les vendeurs de pesticides. Donc, on va plus travailler à observer pour prévenir, pour guérir, pour éviter d'avoir des problèmes. Et puis, accepter qu'il y ait une partie de la récolte qui soit comme sacrifiée, si on veut, à la nature. Et oui, effectivement, on va peut-être perdre une tomate ou deux. Oui, on va peut-être effectivement perdre un poivron. Peut-être que nos carottes ne seront pas aussi jolies, n'auront pas des formes parfaites, mais ça fait partie de la permaculture et puis de la nature, je veux dire des choses normales. On ne vend pas des photos, là. On fabrique des légumes et des légumes qui en permaculture contiennent 25 à 35 fois plus de nutriments que des légumes fabriqués de manière industrielle. Donc si on perd en esthétique, en plasticité, on va dire de la beauté du légume, ben on le gagne par le goût, par le parfum et par le côté bénéfique qu'il peut apporter à notre santé. Quand on parle d'observation en permaculture, on observe, on regarde par exemple les maladies. Les maladies, on pourrait facilement, et il faut les regarder comme des indicateurs. C'est un peu comme un être humain. Si on a des problèmes de cholestérol, c'est peut-être qu'on mange trop de foie gras, trop de saucissons. C'est la même chose dans les maladies de plantes. Par exemple, le mildiou dont on parle beaucoup, en général, le mildiou s'installe quand il y a beaucoup d'humidité. Donc peut-être que la solution, plutôt que de mettre toutes sortes de produits, c'est peut-être simplement d'aérer, de rajouter des ventilateurs et de s'assurer à ce que le taux d'humidité soit pas trop élevé, de séparer peut-être un peu plus nos plants de tomates de façon à ce que ça n'arrive pas. Bref, il y a une tonne d'informations qu'on peut trouver sur YouTube pour ça. On peut dribbler avec ça. Donc au lieu d'aller tous les soirs sur Netflix ou sur whatever, aller regarder des longs métrages, de temps en temps, faites-vous une soirée de reportages ou de documentaires sur YouTube. Ce serait, à mon avis, très enrichissant. On est actuellement au mois de mars et depuis le mois de février, on a déjà des températures à l'intérieur de la serre qui sont très intéressantes. Ça monte à 29 degrés, même si à l'extérieur il fait moins 1. Donc on a des écarts de température d'environ 30 degrés. Le principe pour nous, c'est de capter la chaleur à l'intérieur. Alors on a décidé de préparer deux premières planches, des petites planches pour tester. On est au début, donc on essaye. On a passé la grelinette là-dessus. En fait, avant de passer la grelinette, on a couvert quand il faisait froid, c'est-à-dire dès que le soleil disparaît, et découvert quand le soleil apparaît. Le principe, il est simple, c'est lorsque vous isolez autant de la chaleur que vous isolez du froid. Donc c'est un jeu de ping-pong le matin et le soir, d'ouvrir quand le soleil sort et que la chaleur se fait sentir, et ensuite le soir on couvre pour le sol pour essayer de conserver cette chaleur le plus longtemps possible dans la nuit quand les températures descendent à moins 10, moins 15. Et la chaleur conservée, on arrive à descendre à moins 1, moins 2, moins 3 en dessous de ces plastiques. À partir de là, on a commencé à travailler les chenilles, on les a travaillées à la grelinette, de deux façons différentes d'ailleurs. D'un côté, on a greliné très fort, hein, on retourne quasiment la terre, et de l'autre côté, on a greliné très légèrement. Après ça, petit à petit, bien sûr, tout ça se décongèle. C'est là qu'on arrive à greliner un peu, parce que greliner dans un sol qui est gelé, c'est pas vraiment évident. Et puis on a émoté au râteau le dessus, effrité les mottes de terre de façon à pouvoir semer à la volée. On n'a pas voulu faire de semis parce qu'on n'avait pas vraiment de place à l'intérieur pour le faire cette année, peut-être l'année prochaine. Et puis, en même temps, c'est plus simple. On perd un peu de temps, effectivement, mais c'est plus rapide, c'est plus paresseux de semer à la volée. D'ailleurs, je vous propose D'arrêter? Non. Tu te démerdes, tu coupes.
Il y a le jardin du paresseux sur YouTube que vous pouvez aller voir, c'est très sympathique comme ce monsieur-là. C'est la loi du moindre effort et il a tout à fait de raison de le faire parce qu'il y a tellement à faire que si on peut prendre des raccourcis, on n'hésite pas à les prendre. Donc on a fait ça et les chenilles ont commencé à être montées avec des vieux plastiques pour l'instant, mais on aura bientôt les vrais polythènes qu'on peut mettre dessus. Malheureusement, on utilise encore du polythène, c'est transparent. On le recycle le plus possible. Et puis pour continuer à travailler l'isolation et pouvoir réchauffer plus vite, à force de regarder à droite et à gauche ce qui se faisait, j'ai décidé de monter un tunnel dans la serre. Un tunnel qui protégerait les chenilles. Donc on y va en ordre décroissant. Vous avez la serre, le tunnel, les chenilles. Ça fait plusieurs couches d'air et d'isolation pour la terre. Ce tunnel, je l'ai fait un peu comme une pergola. Je l'ai fait avec des tiges de béton pour béton armé, des tiges de métal de 20 pieds de long qui ont été pliées pour faire les arceaux, attachées avec des tie wraps. Et donc, ça va nous permettre de faire une structure qu'on va pouvoir couvrir l'an prochain. Mais en attendant, comme c'est une structure fixe à l'intérieur, on va s'en servir comme tuteur. Et je pense que l'idéal, ce serait de la vigne. On va pouvoir planter de la vigne pour faire du raisin comestible, pas du raisin à vin, mais du raisin comestible. Et on va pouvoir mettre une dizaine de pieds de vigne là, qui vont grimper, qui vont solidifier la structure et qu'on pourra couvrir de toutes les façons à l'hiver. Ça va les protéger encore plus. Et puis, on va pouvoir réveiller cette vigne-là plus tôt. Et en dessous, on pourra faire pousser des légumes qui aiment bien pousser à l'ombre, la chaleur et l'humidité suffisent. Alors là, on a l'embarras du choix, on a les bok choy, on a les carottes, on a les radis, on a les poivrons. Il y a toutes sortes de légumes qu'on pourra faire pousser dans cette, entre guillemets, dans cette tonnelle cet été. Après avoir ramassé les radis et la mâche, on pourra faire plusieurs séries dans l'année en dessous de cette vigne-là. De toutes les façons, quoi qu'on fasse cette année, ça va être la loto potager. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On va avoir toutes sortes de surprises tout le long de l'année. Et comme disait David Lundgren, qui est un des fondateurs, en tout cas un de ceux qui a trouvé le nom de la permaculture, Permaculture is the new rock and roll. Alors moi je dis let's rock. Et j'allais oublier de vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez sur Facebook, faites-le savoir, faites-le connaître, c'est important. On peut devenir autosuffisant au niveau alimentaire, tous et chacun à notre niveau, à notre manière, un petit bout de jardin, un balcon, n'importe quoi, ça peut servir. On va vous rajouter des liens en finale qui vont pouvoir vous rendre service. Et puis à la prochaine, j'espère.